Bonjour, bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde nous voit. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire DGTL et Data Stacks concernant le Big Data et la résolution, le passage du SQL au NoSQL. La session sera présentée par Victor Coussenoble et moi-même. Donc, quelques mots déjà de présentation de DGTL. Donc, DGTL, juste en quelques chiffres, donc créé en 99, environ 400 collaborateurs, on est présent sur 3 pays, la France, la Belgique et le Portugal. On travaille avec les 2 tiers de nos sont des sociétés du CAC 40. On travaille sur du NoSQL depuis 2010, on a plus de 100 clients. Donc là, vous voyez sur le slide la timeline de DGTL. Ce qu'on peut retenir en 2 mots, c'est que DGTL, c'est la conjugaison des 2 brins d'ADN, à savoir le digital et l'innovation. Donc, vous pouvez constater au fil du temps, depuis les 16 ans, depuis la création de DGTL. À noter effectivement qu'on travaille sur du Big Data depuis 4 ans bientôt, donc avec Cassandra notamment. C'est bien sûr les partenaires de DataStack, mais aussi d'autres acteurs du cloud computing, et puis de tout ce qui concerne effectivement des activités autour de ce qu'on appelle nous le SMAC. Le SMAC étant l'acronyme de Social Media, Mobile, Analytics et Cloud Computing. Pourquoi DGTL s'est présenté sur ce créneau de Big Data? D'une, parce qu'effectivement c'est un secteur qui est en forte croissance. On le voit aujourd'hui que le Big Data c'est de l'actualité. On a entendu parler hier de l'acquisition de MC par Dell, donc avec un chiffre record. Donc c'est bien la preuve effectivement que le Big Data est un sujet qui va de plus en plus en croissance. Alors, pour nous, effectivement, à noter, c'est la différence entre ce qu'on appelle le BI et le Big Data, c'est que les métiers, notamment vis-à-vis des consultants qui font partie des GTL. En 2 mots, c'est vrai que tout ce qui concerne les bases de données relationnelles étaient plutôt sur des données, ce qu'on appelle des données structurées. Les sources de données étaient orientées autour de ce qu'on appelle du passé, des données existantes, alors que le Big Data s'intéresse plutôt aux données présentes, à des forts volumes de données, et également à des données ce qu'on appelle non structurées, qui viennent de l'IoT, qui viennent de plusieurs origines, de l'open data, etc. En quelques mots, l'objectif la différence principale en fait d'objectif entre le base de données relationnel et les bases de données de type NoSQL et donc du Big Data, c'est qu'en fait, quand on fait de la BI, on parle d'un algorithme et on essaie de déterminer une tendance, alors que lorsqu'on fait du Big Data, on parle de tendance et on essaie de déterminer un algorithme. C'est la principale différence pour les projets de Big Data. On parlait tout à l'heure effectivement, donc DGTL a réalisé plusieurs projets autour du Big Data, notamment que ce soit effectivement dans le domaine de la sécurité, où on faisait des analyses de log, on essayait de déterminer les capteurs d'intrusion par exemple, ou alors des projets autour de l'IoT, donc autour des panneaux photovoltaïques, où on essaie de récupérer un maximum de données et on essaie de traduire les tendances. On travaille aussi dans le domaine de la santé, où on prenait beaucoup de photos, en analytique, on prenait beaucoup de photos de la peau, et on essaie de déterminer un algorithme qui permet de déterminer de façon prédictive si on était sur des mélanomes, voilà, principalement. Donc, en conclusion, ce que je veux dire sur le Big Data, c'est que ce nouveau métier induit des changements de profil. Et donc, on va entendre parler effectivement de data scientist, de data protection manager, d'officer, et voilà, donc différents profils qu'on a au sein du groupe de DGTL. Voilà, et sinon, donc, le partenariat avec DataStack se manifeste principalement par les différents projets qu'on a menés. Et donc, pour conclure, je dirais que on dit souvent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et on va parler de la conscience du projet Big Data et du partenariat avec DataStack. Donc, ça, c'est les principaux chiffres de la croissance du Big Data, donc qui est non plus, on va dire, un phénomène qui est de niche, c'est plutôt vraiment un phénomène de masse qui va concerner effectivement tous les postes de l'industrie, des services, et ce qui va bouleverser l'écosystème et la façon à la fois de faire de la vente, mais aussi d'analyser les données. Donc, merci Georges pour cette introduction.
DGTEL. Donc maintenant, la deuxième partie de la grande partie de ce webinaire est de vous présenter une technologie NoSQL, de vous expliquer qu'est-ce que le NoSQL et comment ça fonctionne et pourquoi. Hein, pourquoi on fait du NoSQL? C'est pas pour rien, c'est pas pour s'amuser. Quels sont les challenges? Pourquoi le NoSQL est apparu? Et aussi, donc, dans cette présentation, je vais vous expliquer donc Cassandra, Apache Cassandra et DataStax, qui est une des bases NoSQL. Donc, en premier, par rapport à DataStax, donc qui est DataStax? DataStax est l'éditeur derrière la base de données NoSQL Apache Cassandra. Donc, nous proposons d'offrir une plateforme basée sur Apache Cassandra. Donc, vraiment, ce sont pour des besoins, on va voir, pour des applications qui ont des besoins de performance, de disponibilité, souvent des applications web, mobile, d'Internet des objets, des applications qui sont vraiment en front-end hein, de vos clients. C'est pas, on va le voir, c'est pas pour faire un data warehouse. Et puis, on va apporter aussi toute la sécurité dont ont besoin les grandes entreprises, et puis de la même manière des outils pour administrer, monitorer. Donc il faut que ça reste simple à administrer, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz ou une boîte noire où on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis tout ça avec des déploiements soit à petite échelle, soit à grande échelle, dans le cloud ou chez vous. On peut pouvoir faire des architectures hybrides, 3 petits nœuds, 100 nœuds, enfin voilà. Donc on va pouvoir avoir différents types de déploiements. DataStax, en un mot, c'est assez simple. Donc une entreprise créée il y a 5 ans. À la base, c'était juste pour faire du support sur la base de données Apache Cassandra. Et petit à petit, depuis 5 ans, donc on a ajouté des fonctionnalités, on va le voir, des fonctionnalités d'analytique avec Spark et Hadoop, de la recherche avancée, de la sécurité, etc. Maintenant, on est à peu près 450 dans le monde. Alors, je vais juste... Il y a le lien dans l'invitation. Juste mute, voilà. Ok. Donc oui, je disais, on est 450 dans le monde. Nous, en France, DataStax France existe depuis 1 an et demi. On est une quinzaine de personnes à la fois techniques et commerciales et partenaires. On développe une activité ici de partenariat en France avec des gens comme DGTEL depuis 1 an maintenant. Au point de vue de nos clients, on a des grandes références. On n'est pas vertical, donc on a des startups, des gros clients ING, les principales banques françaises, Canal+, Orange, etc. qui nous utilisent. Nos summits annuels réunissent là, la semaine dernière, plus de 5000 personnes. On a eu 300 personnes en France au mois de juin. Donc voilà, une société en pleine extension avec beaucoup d'activités. Alors, maintenant, on va parler un petit peu pourquoi le NoSQL et pourquoi, quand la base de données devient un problème et pourquoi le NoSQL est apparu. En fait, c'est simple. Depuis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques années et dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus de données. Que ce soit des données de l'Internet des objets, que ce soit les données mobiles, que ce soit les données du web, donc des données qui vont arriver en masse depuis un grand nombre d'endroits. Donc il va falloir gérer, il va falloir stocker ces données, les gérer, et évidemment après pouvoir les analyser et les restituer aux clients. Donc là, c'est ça qui change aujourd'hui, c'est toutes ces données qui arrivent en masse. Au point de vue des bases de données, il y a une évolution, il y a une histoire dans ces bases de données. On était dans le mainframe dans les années 80, 70-80. Après est apparu Oracle, entre guillemets, hein, toutes les bases relationnelles pour tout ce qui est client-serveur. Donc très on a un serveur avec des multiples clients qui s'y connectent, mais ça reste encore une fois du client-serveur, pas forcément du distribué. Et puis aujourd'hui, maintenant, encore une fois, pour les entreprises, pour les besoins web, mobile, IoT, on a besoin d'autres types de bases de données. Hein. Les bases de données, on va le voir, répondre à certaines situations, certains problèmes, résoudre certaines topologies d'architecture dans des systèmes d'information. Maintenant, on a besoin d'autres bases de données qui vont être distribuées, disponibles. Donc, c'est DataStax et Cassandra proposent de répondre à ce challenge. Donc, c'est la troisième vague de bases de données qui arrive avec les NoSQL et les Hadoop. On verra un petit peu après la différence par rapport à de l'Hadoop. Donc, comme je le disais, les applications classiques peuvent rester OK hein, pour tout ce qui est base de données relationnelle. On a les données sur une ou plusieurs machines. Hein, on arrive un petit peu à charder les données ou à distribuer les données. Pas forcément très simple, mais on peut faire ça. On supporte de l'accès concurrent, très bien. On a ce qu'on appelle l'acidité. Hein, donc, ça rend le travail très confortable hein, avec la troisième forme normale aussi, un modèle en étoile. On peut faire des transactions, on peut loquer, on peut faire des commits. C'est très bien. On a une scalabilité verticale, ce qui veut dire qu'on a plus de données, plus d'utilisateurs. Il suffit d'augmenter la taille de la machine et puis on espère pouvoir scaler tranquillement. Bon, maintenant, problème, hein, si on a de plus en plus de données, comment on va pouvoir indéfiniment
faire grossir la machine. Donc, les bases de données relationnelles fonctionnent très bien pour des applications entre guillemets classiques. Ça marche et ça va continuer à marcher dans le futur, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, pour tout ce qui est ce qu'on appelle Big Data entre guillemets, parce que Big Data c'est super large, mais tout ce qui est Big Data OLTP, transactionnel ou analytique. Donc, dans Big Data, c'est pas forcément que de l'analytique, c'est aussi du transactionnel et de l'OLTP. Donc, est-ce que les bases de données relationnelles continuent à pouvoir fonctionner pour ces types d'applications? On peut avoir des problèmes. Par exemple, la réplication. Dans tous les cas, dans les bases de données relationnelles, quand on doit commencer à répliquer la donnée, on écrit sur un master, on va répliquer la donnée sur un esclave, sur un slave, et puis après, quand on va lire la donnée, peut-être qu'on va aller lire sur ce slave, sur un autre réplica. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on est toujours acide? Est-ce qu'on a toujours une cohérence forte? Pas forcément. Même dans les bases relationnelles, on peut perdre cette cohérence forte, cette acidité, parce qu'on est obligé de répliquer la donnée. Par rapport à la troisième forme normale, c'est très bien de faire un modèle en étoile, mais après, on va pouvoir potentiellement générer de grosses requêtes complexes, avec des unions, des jointures, des groupes bas, etc. Et c'est impossible de prédire ces requêtes. C'est le problème des utilisateurs, ils veulent faire des requêtes dans tous les sens. Les utilisateurs, pareil, ne veulent plus attendre, donc ils veulent que la requête soit instantanée. Donc en général, souvent on dénormalise. Même dans un modèle relationnel, on doit dénormaliser la donnée pour des raisons de performance. Et puis souvent, on essaye aussi de mettre les données dans la mémoire pour aller plus vite. Et puis toujours, les recherches sur 10 sont coûteuses, donc il va falloir essayer d'améliorer ces recherches, ces lectures d'informations. Et puis il va falloir faire autrement que la troisième forme normale, modèle en étoile, parce qu'en termes de scalability, ça va plus pouvoir passer. En termes de partitionnement, pareil, c'est bien beau de vouloir stocker les données sur différentes machines. Donc on va partitionner les données, par exemple, par numéro de client. Certains clients sur une machine, d'autres clients sur une autre machine. Mais dans ces cas-là, comment on fait une jointure? Comment on fait des agrégats? On va devoir perdre ces agrégats. On va perdre ces jointures, parce qu'on va dénormaliser. Pareil, quand on fait une recherche sur les index secondaires, on va devoir taper sur toutes les partitions. Donc il n'y a pas de magie. Alors après, les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent quand on va ajouter une partition. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute une partition? On va devoir déplacer les données. Qu'est-ce qui se passe quand on change de schéma? Donc tout ça, c'est problématique dans les bases de données relationnelles. Cette histoire de partitionnement, ce qu'on appelle le sharding aussi, c'est pas évident. Dans les bases relationnelles, c'est des choses en général manuelles et il faut faire attention à ça. La haute disponibilité, pareil, en général dans les bases, même dans les bases distribuées ou dans les bases cluster de bases de données relationnelles, on a toujours un master. Mais si on a un failover, si le master tombe, qui est responsable? Alors, est-ce que c'est une architecture trop complexe? On peut avoir des architectures, des usines à gaz. Est-ce qu'on peut avoir du code bricolé? Donc on fait des petits scripts, on fait des petits patchs pour faire du failover du master, pour résoudre ce problème. Mais c'est pas natif, c'est pas évident. On veut faire de la réplication multi-data center, c'est complexe à faire. Essayer de faire de la réplication multi-data center avec un Oracle, c'est pas évident. On va dans tous les cas devoir arrêter le service. C'est le problème dans ces bases de données relationnelles, c'est que si je veux mettre à jour la base de données, je veux mettre à jour le master, je veux mettre à jour l'OS, on va devoir faire des arrêts de service. Et puis pareil, si j'ai une défaillance de disque, etc., ça va m'impliquer des arrêts de service. Donc en termes de très haute disponibilité, on peut se poser des questions avec les bases de données relationnelles, parce que c'est inhérent à leur structure, inhérent à l'architecture. Donc en résumé, les problèmes entre guillemets qu'on va retrouver sur les bases de données relationnelles, encore une fois, les bases de données relationnelles marchent très bien dans certains contextes. Par contre, sur des applications big data, transactionnelles ou analytiques, on va avoir des problèmes. Problème de montée en charge. C'est difficile de monter en charge, d'avoir de la scalabilité. C'est difficile de garder de l'acidité et la cohérence des données. C'est pas tout le temps assuré, parce qu'on doit répliquer de la donnée. C'est difficile de repartitionner automatiquement les données. Ça a des processus manuels. Donc il va falloir quand même administrer pas mal la base de données. Dans tous les cas, il faut dénormaliser pour avoir de belles performances. Dans tous les cas, déjà sous Oracle, on dénormalise pour éviter les jointures. Et puis en termes de très haute disponibilité, c'est complexe. On va devoir ajouter plein de composants pour faire du failover automatique. Donc la très haute disponibilité est complexe à réaliser dans les bases de données relationnelles parce qu'elles n'ont pas été à la base pensées pour ça. Donc ça, c'est les problèmes. Donc les leçons qui ont été retenues par les bases de données NoSQL et en particulier par Apache Cassandra, je vais vous expliquer ça. C'est dans tous les cas, la cohérence, on va entre guillemets l'abandonner. Alors on va voir qu'on va pouvoir la forcer. La cohérence, ce qu'on appelle la consistency, on va pouvoir la régler, on va pouvoir tuner ça. Le partitionnement et le rebalancing, c'est automatique. On va voir que c'est automatiquement, c'est intégré, c'est réalisé, il n'y a rien à faire. En termes de complexité, on a simplifié l'architecture. On va voir qu'on est masterless.
Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de point unique pas de point unique de défaillance. Tous les nœuds sont égaux. Donc on a simplifié radicalement l'architecture. En termes de scalabilité, on ne va plus faire de la scalabilité verticale, mais horizontale. C'est-à-dire que ce n'est plus des énormes machines qui vont coûter très cher. On va être ce qu'on appelle sur du commodity hardware. On va plutôt empiler plein de petites machines, entre guillemets, hein, donc c'est des machines de 8 cœurs, 32 Go de RAM, ce n'est pas des bêtes de course. Et donc on va faire de la scalabilité horizontale, moins cher. Et puis on va devoir, en termes de modèle de données, on va devoir dénormaliser pour les performances. Et le but du jeu, c'est de taper sur une seule machine. Hein. Quand on va faire des requêtes, on va taper sur une seule machine. Donc ça, c'est les leçons retenues des problèmes qui sont arrivés dans le monde relationnel. Il faut savoir que ces bases de données NoSQL ont été inventées par les grands du net, hein, par Facebook, Yahoo, Google, parce qu'ils avaient des problèmes autres à résoudre. Ils avaient des problèmes à résoudre que les bases de données relationnelles ne pouvaient pas résoudre, parce que les bases de données relationnelles ne sont pas faites pour ça. Donc pourquoi Apache Cassandra et une comparaison avec une base de données relationnelle? Alors avant de vous expliquer comment Apache Cassandra fonctionne, une comparaison simple en une slide. La slide, c'est celle-là. On me dira pourquoi ne pas utiliser Oracle, pourquoi ne pas utiliser un MySQL, etc. C'est simple. Vous voyez à gauche une architecture, hein, ça c'est vraiment un copier-coller d'un site web, d'un éditeur de base de données. Donc pour arriver à faire cette réplication, ce failover automatique, ce multi-data center, vous voyez un petit peu tous les composants qu'il faut administrer, qu'il faut installer. Donc il nous faut du Golden Gate, il nous faut du Data Guard. Donc il nous faut de l'actif passif. En général, on a un master, une base de données actif, on a quelque chose qui est passif à côté, qui ne sert à rien, et qui servira, qui est en stand-by, hein, qui servira en cas de failover. Donc à gauche, on a une architecture complexe, et pareil, qui va coûter cher. Hein. Vous imaginez le prix de l'ensemble de ces composants. La facture va être chère à la fin pour faire quelque chose comme ça. Alors qu'à droite, vous avez une architecture Cassandra. Qu'est-ce que c'est une architecture Cassandra? On a des nœuds, des machines, qui sont répartis dans plusieurs data centers, dans le cloud ou chez vous. Tous ces nœuds sont égaux, il n'y a aucun composant additionnel. Toutes les machines sont égales, toutes les machines font le même travail. Même si je fais de la réplication, même si je fais du failover, enfin il n'y a pas de failover d'ailleurs, même si je fais du multi-data center. Donc voilà, donc c'est assez simple. Hein. On peut imaginer un jour faire ça avec Oracle, mais ce n'est pas prévu, ce n'est pas fait pour, et ça coûtera très très cher, et il y aura toujours des problèmes. Avec Cassandra et du NoSQL, ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est juste une slide qui résume. Et encore une fois, on n'est pas là pour remplacer toutes les bases relationnelles. On est là pour certains problèmes bien particuliers. Et les bases de données relationnelles restent très bien pour les ERP, les CRM, etc. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans la technique. Comment fonctionne Apache Cassandra? Donc Apache Cassandra, on est la base de données distribuée leader sur le marché. Dans les bases NoSQL, il y en a 3-4, mais encore une fois, dans le monde NoSQL, il y a plein de bases de données différentes. Il y a des gens qui sont master, il y a des gens qui sont documents, etc. On est une base de données distribuée. Et les points à droite, les 6 points, c'est pourquoi les gens nous choisissent. Les gens choisissent de faire de l'Apache Cassandra pour une de ces 6 raisons. Soit ils ont besoin de haute disponibilité. Apache Cassandra, c'est une base de données qui est toujours disponible, 100% disponible. Il n'y a pas de failover. C'est du actif-actif. Distribution géographique. Quelquefois, on a besoin de distribuer les données. Un data center à Paris, l'autre à Marseille, un autre à New York, un autre en Asie. Donc on veut comme ça distribuer simplement les données. C'est automatique et c'est natif à Cassandra. On a besoin de hautes performances. Cassandra est une base de données reconnue pour ses performances en lecture et encore plus en écriture. Hein. C'est rapidement des dizaines de milliers d'opérations par seconde. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Extensibilité prédictive, c'est la scalabilité linéaire. C'est que je vais pouvoir prévoir de manière linéaire ma montée en charge. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de données. Si j'augmente mon volume de données, pas de souci, j'ai juste à rajouter des machines, des nœuds, des serveurs, et je vais m'étendre tranquillement. Simplicité opérationnelle, on va le voir, on a des outils et un langage pour essayer d'opérer ça et de monitorer ça de manière simple. Et puis tout ce qui est série temporelle, on va voir qu'on est très bien fait pour tout ce qui est des données de type série temporelle. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut retenir de Cassandra, c'est les 6 points. Hein. Si vous avez des besoins sur les 6 points à droite, Cassandra peut être une bonne solution. Alors, je redis un petit peu les choses, mais pour bien cibler le propos. Donc c'est une base NoSQL. Alors NoSQL, c'est tout ce qui n'est pas Hadoop et tout ce qui n'est pas relationnel. Donc c'est tout ce qui est au milieu. Hein. C'est une grande famille qui est un peu tout et n'importe quoi. Apache Cassandra, à la base, c'est une base de données open source. Hein. Donc nous, DataStax, on contribue à 80% au code de Apache Cassandra. Hein. Le président de la fondation Apache Cassandra, c'est aussi le CTO de DataStax. Donc on est le seul éditeur derrière Apache Cassandra.
Donc c'est une base de données distribuée et c'est créé vraiment pour toutes les applications en ligne modernes, hein, critiques, avec des besoins de montée en charge plus ou moins grosses. C'est du Java. C'est un mix entre Amazon Dynamo et Google Bigtable. Hein. Ça a été créé il y a 5 ans par Facebook. Donc Facebook a pris la technologie peer-to-peer Dynamo, a pris la technologie Google Bigtable Column Family. Ils ont pris ces deux technos, ils ont créé Apache Cassandra. Premier point sur l'architecture très importante, c'est masterless. Ici, j'ai un cluster, j'ai un data center avec 5 nœuds. Tous les nœuds sont égaux. Tous les nœuds, toutes les machines font le même boulot. Il n'y a pas de point unique de défaillance. Il n'y a pas de master, il n'y a pas de load balancing, il n'y a pas de quelqu'un qui fait toujours le boulot. Ça, c'est très important. C'est une base de données qui est aussi distribuée. On va le voir que si je crée une table, par exemple, avec une clé de partition sur le nom du client, bah moi, Victor, je vais être sur le nœud 1, Charles sur le nœud 2, etc. Donc, on va distribuer les données sur les différents nœuds. On va être aussi 100% disponible. En fait, on va répliquer la donnée. On va voir ça. Massivement scalable, montée en charge linéaire, haute performance, etc. C'est vraiment les points importants de la solution de base de données Apache. Montée en charge linéaire, juste un slide, un simple. Vous avez plus de données, pas de souci. Vous avez juste à ajouter des nœuds. Vous avez besoin de plus de débit, pas de souci. Vous avez juste à ajouter des nœuds. Okay, donc il y a des gens qui ont fait des tests, ici en France chez Chronopost. Là, vous voyez les tests qui ont été faits chez Netflix. 50, 150 nœuds. La scalabilité est linéaire. En termes de nombre d'opérations, c'est linéaire. Nombre d'opérations par seconde. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien pour tout ce qui est prévoir mon business. Aujourd'hui, je lance un service, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je peux commencer avec 3 nœuds, 5 nœuds, et puis si le service explose, pas de souci, je n'ai pas à m'inquiéter. Hein. Je pourrais escaler tranquillement. Donc l'exemple de montée en charge, alors ça c'est un de nos plus grands clients, Netflix. Aujourd'hui, ils sont dans Amazon. Ils ont 95% de leurs données dans Cassandra, plusieurs data centers dans Amazon, plus de 5000 nœuds. Et puis c'est dès que vous regardez un film, en fait, tout est enregistré dans du Cassandra. Comme ça, on sait exactement où vous vous êtes arrêté. Vous pouvez reprendre votre film sur un iPad ou sur une télé. Ils vont pouvoir, pareil, avec toutes ces données, faire de la recommandation de films. Et de la même manière, ces recommandations sont poussées à travers du Cassandra. Donc vous avez ici un lien pour aller voir les case studies. Netflix, c'est un gros client. Haute disponibilité, là encore des témoignages. Donc le but du jeu, hein, c'est qu'un nœud peut tomber, la base de données ne tombe pas. Un data center entier peut tomber, la base de données ne tombe pas. On fait une mise à jour, la base de données ne doit pas s'arrêter. Okay, donc ce qui veut dire que votre application, de la même manière, ne s'arrêtera pas, parce que la base de données est tout le temps up. Okay, donc là, vous pouvez voir, hein, comme l'an dernier, Amazon s'est arrêté au mois de septembre, ils ont dû rebooter une région sur 200 nœuds. 22 nœuds Cassandra n'est pas remonté, bah Netflix, hein, et il n'y avait pas eu de downtime. Okay, Netflix a continué à tourner. Donc ça, c'est vraiment important. Les gens en prod, ou quand on fait des tests, hein, quand on fait des tests ou des POC avec Cassandra, il ne faut pas hésiter à arrêter un nœud brutalement et voir ce qui se passe. La base de données est faite pour ça. Alors, comment ça se passe tout ça? Il n'y a rien de magique, on va le voir. Donc le but du jeu, comment a été conçu et pensé Cassandra? La défaillance d'un nœud ne doit pas entraîner la défaillance du système. Hein. Donc en fait, ici, j'ai demandé ce qu'on appelle un replication factor de 3. J'ai demandé de répliquer 3 fois la donnée. Bon, c'était un choix, hein, j'aurais pu demander de répliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Donc en gros, le client va choisir ce qu'on appelle un coordinateur. À chaque requête, on choisit un coordinateur qui va coordonner la requête. Pour la requête après, hein, ça peut être le nœud 1 ou le nœud 2. Hein. Donc là, il y a une stratégie de load balancing, c'est soit du token aware, c'est soit du round robin. Hein. Chaque nœud est choisi l'un à la suite. Donc pour une requête, il y a un nœud qui est choisi pour faire le boulot. Donc ici, le nœud 5, il envoie en parallèle les écritures. On lui a demandé de répliquer 3 fois la donnée. Chaque nœud est au courant de tout moment via un protocole gossip de l'état de santé des autres nœuds et de où est stockée la donnée, donc où doit être répliquée la donnée. Donc ici, on envoie en parallèle 3 écritures sur le 1, 2 et 3. Le nœud 1 me répond en 5 microsecondes, super. Le nœud 2 me répond en 12 microsecondes. Et ben, le nœud 3 est tombé. Alors, soit j'ai les disques qui sont pleins, j'ai les disques qui sont morts, soit je suis en train de faire une mise à jour de l'OS ou de Cassandra. Voilà, donc j'ai 2 nœuds sur 3 qui me répondent. Ben, en fait, comme je suis ce qu'on appelle en niveau de cohérence en quorum, c'est-à-dire que la majorité absolue de mes nœuds me répondent, hein, j'ai 2 nœuds sur 3, 2 réplicas sur 3 qui me répondent, donc ça veut dire que ma requête est réussie. Hein, via ce niveau de cohérence qu'on va pouvoir ajuster à chaque requête. Hein, à chaque requête, je peux ajouter le niveau de cohérence. Hein, je peux dire one, dès qu'il y en a un qui me répond, je suis content. Je peux dire all, dès que tout le monde, j'attends que tout le monde me réponde pour être content. Ici, c'est quorum. Quorum, c'est la majorité absolue, ce qui veut dire que je peux me permettre de perdre un serveur, c'est pas grave.
ma requête continue à fonctionner. Et donc, mon application continue à fonctionner. Okay, donc, c'est vraiment ce principe de réplication et de niveau de cohérence qui fait que on arrive à être fortement cohérent et on est tout le temps disponible. Donc, ça, c'est vraiment très important. La configuration multi-data center, ça aussi c'est une particularité de Cassandra et ça peut être intéressant pour différents usages. C'est le client, par défaut, un client, il y est écrit sur un seul data center. Donc, par défaut, ici, mon client, il se connecte en Europe. Ben voilà, il va écrire sur le data center européen. Ici, je réplique 3 fois. Et puis, comme j'ai défini un autre data center aux US, le coordinateur qui est NE1 va aussi répliquer une donnée de manière asynchrone sur le data center aux US pour avoir la donnée. Le but du jeu ici, c'est que les clients américains lisent et écrivent sur le data center américain, ils n'ont pas à traverser de l'Atlantique pour lire une donnée. Okay, donc chacun lit et écrit dans son coin, même si les données sont répliquées entre les deux. On peut aussi imaginer répliquer 3 fois en Europe et 0 fois aux US. Je peux dire non, je ne veux pas que ces données soient répliquées aux US. Donc tout ça, ça sert à des distributions géographiques. Ça peut servir aussi à un data center de sauvegarde, de backup. Attention, c'est dommage, parce qu'un data center, il peut être aussi actif. Ce n'est pas de l'actif passif. Et pareil, si je fais un delete étoile en Europe, ça va être aussi répliqué aux US. Ce n'est pas un vrai backup. On a du vrai backup, de la vraie restauration. Mais ce n'est pas ça. Ça peut être aussi pour des charges différentes. Pourquoi pas un data center qui sert à faire du Cassandra et l'autre data center qui sert à faire des jobs Apache, Cassandra, enfin des jobs Spark, Hadoop et Cassandra, pour faire de l'analytique. Donc de la même manière, alors on est disponible sur tous les clouds principaux publics. On a des partenariats avec Microsoft Azure, des partenariats avec Google Cloud. On fonctionne aussi très bien dans Amazon. On a les images de prête, tout est disponible. Donc vous pouvez tout déployer dans le cloud. Vous pouvez aussi faire des architectures hybrides, un data center chez vous, un autre dans le cloud. Et tout ça, c'est important sans ETL. Il n'y a pas besoin d'ETL pour transférer les données entre data centers. C'est intrinsèque à l'application, à l'architecture de Cassandra. C'est vraiment, là, ici, les données se répliquent automatiquement entre data centers, que ces data centers soient dans le cloud ou chez vous. Donc ça, c'est très important. Okay, tous les nœuds participent aux écritures, aux lectures. Tous les nœuds vont pouvoir être accédés par tout le monde de manière transparente au niveau applicatif. Donc disponible dans tous les clouds. Exemple de grand déploiement pour finir. Bon, voilà, c'est un peu l'extrême, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Apple, aujourd'hui, même les chiffres sont faux. Ça, c'était les chiffres de l'an dernier. Ils ont témoigné à notre summit. 75 000 nœuds. Aujourd'hui, ils en ont plus de 100 000. Bon, voilà, c'est l'extrême. Eux, vraiment, Apple, vu leurs besoins, ils contribuent même à Apache Cassandra. Okay, ils sont contributeurs à la version open source parce qu'ils ont vraiment des besoins particuliers. Ils ne disent pas ce qu'ils font, mais c'est tout ce qui est iCloud, iMessaging, etc. Donc voilà, ça c'est le cas extrême, mais juste pour vous dire que ça fonctionne correctement. Alors, nous, DataStax, donc là je vous ai parlé de Apache Cassandra, fonctionnement, principale fonctionnalité, de performance, de disponibilité, de scalability, de déploiement multi-data center dans le cloud ou chez vous. C'est vraiment les points importants de la technologie Apache Cassandra. Maintenant, sur la version entreprise, nous, DataStax, le but du jeu de DataStax, c'est de vous d'amener aux gens par rapport à une base de données relationnelle classique, qui amène un langage, des outils, etc., c'est d'amener le même écosystème. Donc, on va amener un langage qui s'appelle le SQL, d'accord, qui est comme le SQL, c'est un sous-ensemble de SQL. Donc, on va retrouver tout ce qui est tous les principaux DLL, DML, les insert, update, select, create, etc., grant, revoke. On va amener des outils pour administrer et opérer la base de données. Donc, on a OpCenter qui permet d'administrer et de monitorer la base de données. On a un outil qui s'appelle DevCenter pour développer les applications, pour administrer son schéma et ses tables. On a l'intégration avec des moteurs de recherche et d'analytique, pour faire tout ce qui est analytique, recherche, data mining. On a ajouté de la sécurité. Et puis, on propose, nous, DataStax, du support éditeur sur Cassandra, du consulting. Alors nous, le consulting, c'est particulier, c'est plus de l'expertise, parce on fonctionne avec des partenaires comme DGTEL pour l'accompagnement projet, pour réaliser des projets. Et puis de la formation. On a de la formation en ligne gratuite sur notre site web, et on fait des formations aussi sur site. Donc si on regarde un petit peu DataStax Entreprise, donc DataStax Entreprise, qu'est-ce que l'on va apporter en plus de Cassandra?
Donc on va importer du support, donc là un support éditeur, 24/7, d'accord, avec des hotfixes, des revues d'architecture annuelles, un portail, téléphone, un support Follow the Sun en Australie, en Angleterre et aux US. Donc là vous avez vraiment un support éditeur d'autre qualité, on peut dire, parce que comme on est sur des applications en ligne critiques, on a besoin de quelque chose pareil, de disponible. Alors on va apporter aussi de la sécurité. Donc en plus de la sécurité dans Cassandra, de base, on a login password. Dans Cassandra, de base, on a la possibilité de faire du grand revoke qui a le droit de faire un select, un update, un create sur les tables. Okay, et par défaut, dans Cassandra aussi, on peut chiffrer les données qui communiquent entre le client et les nœuds ou entre les nœuds. Nous, ce qu'on amène en plus, c'est l'authentification externe. Donc, soit authentification via Kerberos ou via un LDAP, un système externe d'authentification, Active Directory ou un Open LDAP. On va apporter aussi le chiffrement sur disque des données. Vous voulez chiffrer vos données sur disque, on va offrir ça. Et on va aussi offrir des traces d'audit, des traces de log, pour savoir quelle requête a été faite, à quelle heure, à quel moment, etc. Par qui. Donc tout ça, si on a besoin de normes PCI DSS, on va pouvoir s'inscrire dans des normes pour être compliant PCI DSS. On va intégrer une version de Cassandra qui est certifiée et prête pour la production. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas la dernière version de Apache Cassandra. On intègre une version qui a 3-4 mois parce qu'on prend le temps de la tester, de la stresser. Donc là, on a des équipes, on a une assurance qualité spécifique pour la version de notre DSE. On ne supporte que cette version de Cassandra. Donc on prend 3 mois pour faire des tests dans le cloud sur 1000 nœuds, supporter et tester tout ce qu'on intègre, etc. On a des choses pour l'administration. Donc là, un interface OpCenter pour tout ce qui est administration monitoring, dans lequel on va rajouter tout ce qui est alerting, par exemple, tout ce qui est accès sécurisé à cette plateforme, tout ce qui est auto-repair, backup services, etc. Des outils pour l'administration, pour le management. Donc là, des outils pour automatiquement faire du capacity planning, pour faire du performance services, automatiquement loguer dans des tables Cassandra quelles sont les requêtes qui ont des mauvaises performances. On va faire du backup et du restore services, automatiquement scheduler mes backups en termes de vrais backups, donc faire des snapshots sur les fichiers disques. Donc on va faire tout ça dans la version entreprise. Donc tout ce qui est en orange, c'est tout ce qui est pour le support, pour la production, pour la robustesse. Et tout ce qui est en bleu, c'est des fonctionnalités en plus pour le développement. Donc là, on a des fonctionnalités plus. Alors, fonctionnalité de memory, c'est pour garder les données en mémoire. Vous voulez être sûr que vous avez des bonnes performances en lecture. On va pouvoir vous assurer que les données sont stockées en mémoire. Donc ça, pour avoir de bonnes performances. Ce qu'on a fait aussi il y a 2 ans, on a intégré un moteur de recherche. Donc on a intégré un moteur de recherche qui s'appelle Apache Solaire, qui est basé sur les index Lucene. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire de la recherche avancée ou de la recherche simple sur Cassandra directement. Donc là, ça va vous permettre de faire des super index secondaires, ou ça va vous permettre de faire des index de la recherche multicritères, full text, à facettes, des jointures, de la recherche géospatiale, etc. Donc tout ça, on va pouvoir faire ça sur Cassandra via notre intégration de Apache Solaire. Il faut savoir que c'est un fork de Apache Solaire, c'est dans le même process, dans la même JVM, dans le même process que Cassandra, on retrouve Solaire, et c'est l'indexation temps réel. Dès que vous faites un insert into dans Cassandra, automatiquement, l'index est prêt. Donc la donnée est prête à être recherchée et vous pouvez faire ça via les API de Solaire, soit via le SQL avec un select étoile. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Et pour la partie analytique, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré il y a 2 ans une couche Hadoop pour pouvoir faire des MapReduce, du Hive, du Pig, du Mahout sur du Cassandra directement. Mais ce que l'on fait de plus en plus maintenant, c'est du Spark. Pour les gens qui connaissent, Spark est un moteur de calcul, est un framework de calcul distribué, comme Hadoop, mais plus performant. C'est en mémoire, c'est multithreadé, donc c'est 10 à 100 fois plus performant qu'un Hadoop classique. On peut comparer ça un peu comme du MapReduce in memory, mais c'est plus riche en termes de fonctionnalités. Donc là, on a intégré Spark nativement dans Cassandra depuis 1 an. On a un connecteur Spark qui permet de lire et écrire directement des données de Cassandra. On va pouvoir faire du Spark SQL, pour faire des requêtes SQL, des jointures, des agrégats, tout ce qu'on ne sait pas faire dans du Cassandra, on va pouvoir le faire dans Spark. On a aussi Spark MMlib pour faire du machine learning, de l'analyse prédictive sur du Cassandra. On a aussi Spark Streaming, c'est un moteur d'événements, complex event processing, pour récupérer des messages en temps réel et en temps réel faire de la détection de fraude, de l'analytique en temps réel directement. Donc tous ces composants de Spark nous permettent de faire tout ce qui est analytique temps réel ou mode batch. On peut faire aussi des scripts, des jobs Spark. Donc tout ce qui est analytique temps réel ou batch sur du Cassandra.
Donc, il faut savoir quand on est partenaire avec Databricks, l'éditeur derrière Spark, et on fait le support premier niveau de Spark. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment les composants qu'on amène en plus. Faut savoir que le futur, ce qui va arriver, on va être multimodèle. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on propose déjà, dans Cassandra, déjà avec la version 2.2, vous pouvez faire du JSON, vous pouvez faire du fameux document, select d'un JSON dans Cassandra insert d'un JSON dans Cassandra et select d'une donnée au format JSON. Qu'est-ce qu'on va avoir l'an dernier? On va avoir du graph. Il faut savoir qu'on a racheté la société qui était derrière le projet open source TitanDB. Donc l'an prochain, on aura DSE Graph pour faire une modélisation de type graph, hein, réseau social, fraude, recommandation de produits, réseau électrique. Donc faire un modèle de type graph, interroger sous les données dans un modèle de type graph, mais avec du Cassandra en dessous. Donc on va avoir du multimodèle. De la même manière, on va avoir des choses spécifiques sur les séries temporelles. Aujourd'hui, on est très bien fait sur les séries temporelles. On va ajouter l'an prochain tout ce qui est calcul automatique d'agrégat. Automatiquement, calcule-moi pour mes capteurs, calcule-moi des moyennes, des mines, des max de manière automatique. Aujourd'hui, il faut batcher ça pour avoir tous ces calculs. Donc ça, c'est le futur de la version entreprise. Alors, pour finir, voilà, il me reste 5 minutes. Pour finir par rapport au câble d'utilisation, ce qu'il faut bien avoir en tête, donc ça j'insiste, c'est que la version, enfin, DataStax c'est Cassandra, hein, où on se place par rapport à un Data Warehouse en Hadoop. Donc on est vraiment, Cassandra c'est vraiment une base de données OLTP, transactionnelle. On se place là où les données bougent, là où on a besoin soit d'écriture massive, soit de lecture massive. Okay, pour tout ce qui est Internet des objets, la messagerie, les logs, les moteurs de recommandation, les détections de fraude, les applications mobiles, tout ce qui est en lecture, tout ce qui est quand on veut exposer un catalogue, hein, quand on veut exposer une playlist. Spotify, aujourd'hui, c'est du Cassandra. Pour exposer les recommandations, les playlists, etc., leur catalogue, c'est du Cassandra. Tout ce qui est personnalisation. Hein, personnalisation, c'est des recommandations sur des moteurs de recommandation comme eBay ou comme Netflix. Tout ça, c'est sur du Cassandra. Donc, on est vraiment avant et après. Alors, pour tout ce qui est analytique, on va pouvoir faire ce qu'on appelle plus de l'opérationnel analytique, donc du dashboarding ou du reporting opérationnel, d'accord? Mais par contre, il faut bien être clair, si vous avez des projets self-service BI, des Cubolab, les fameux data lake ou des applications offline, hein, qui n'ont pas besoin de dispo, qui n'ont pas besoin de réplication, on n'est pas forcément la meilleure des technologies. Donc souvent, les gens, ils ont de l'Hadoop et du Cassandra, parce que Hadoop, pour le data lake, pour l'historisation, pour le crunching des data, ils font ça en Hadoop. Par contre, l'application mobile, les applications web ne vont pas taper sur Hadoop. Hein. Une application mobile ne va pas taper sur un mainframe, ne va pas taper sur un Hadoop, ne va pas taper directement sur des bases de données analytiques. Okay, donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est bien une base de données transactionnelle OLTP, là où les données bougent, là où on a beaucoup d'écriture ou beaucoup de lecture. Beaucoup d'écriture ou beaucoup de lecture. Et encore une fois, là, on a besoin de disponibilité et de haute performance. Okay, donc, c'est pour bien positionner. En termes de clients, on est sur tous les verticaux, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc à la fois des belles startups en France, par exemple une startup qui s'appelle TrackSense en France, qui fait des conteneurs connectés, ou des Wattgo pour tout ce qui est électricité. On a aussi bien des grandes entreprises, hein, dont des Nike pour tout ce qui est les bracelets connectés, des Netflix, des Sony. Hein, quand vous jouez sur une PlayStation, tous les messages échangés, c'est du Cassandra. Quand vous jouez à Call of Duty, c'est du Cassandra. ING qui va faire des applications de paiement en ligne avec du Cassandra. Ils ont des centaines de projets avec du Cassandra. Ils vont faire leur PayPal-like avec du Cassandra. Orange en France, par exemple, l'application Libon. Libon, c'est une application, c'est le Skype hein, d'Orange. Bah, tout ce qui est en dessous, les messages échangés, les contacts, c'est du Cassandra. Okay, c'est vraiment important. Dans les banques aussi, on a des grandes banques françaises, les UBS. Donc voilà, c'est petites et grosses entreprises. Et les cas d'usage fréquents, hein, voilà, on a répertorié 5 cas d'usage fréquents. C'est là où vraiment les données, les applications ont besoin de performance et de disponibilité. Hein. J'ai déjà parlé de Spotify, de Netflix pour les catalogues. En France, on a Cdiscount qui fait aussi tout ce qui est catalogue. On a Norauto qui va exposer ses informations clients et catalogues avec du Cassandra. En termes de recommandations de personnalisation, hein, les grands retailers, les Target, les Walmart ils exposent leur API avec du Cassandra en dessous. Hotbrain qui vous recommande des articles. Hein, vous regardez lemonde.fr, les articles recommandés viennent du moteur de recommandation Hotbrain, c'est poussé par du Cassandra.
Objets connectés, en France, on a par exemple Eudelia, une filiale d'EDF, qui va stocker les informations des compteurs électriques, de certains compteurs électriques ou autres, dans du Cassandra. Messagerie, Facebook a inventé Cassandra pour sa messagerie interne. Donc c'était vraiment la base du projet. Et détection de fraude, à la fois fraude, détection dans les réseaux informatiques, détection de fraude pour les cartes bancaires, etc. Parce qu'on peut réagir en temps réel et on peut ingurgiter un grand nombre de données. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner quelques exemples d'utilisation des technologies Cassandra et DataStax. Donc voilà, ici vous aurez les slides, vous avez quelques liens par rapport à DataStax et Cassandra, les portails pour la formation, pour la documentation de Cassandra, le site communautaire, donc tout ce que vous avez besoin pour développer et pour comprendre ce monde du NoSQL et en particulier ici Apache Cassandra et DataStax. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a eu beaucoup de choses, mais j'espère que tout cela a pu répondre à certaines de vos questions. Maintenant, on va passer à la phase questions-réponses. Georges, tu es là? Oui, je suis là. J'étais toujours là d'ailleurs. Alors, Ok. si vous avez des questions à poser, vous avez sur la plateforme une possibilité de faire soit chat ou soit question. Donc, on vous écoute sur les questions que vous avez posées, donc aussi bien sur DataStax, Cassandra ou DGTL. Je vois qu'il y a une question là sur la part des projets Big Data, Cassandra chez DGTL. En fait, je dis pas que c'est une exponentielle, mais ça veut dire au tout début, il y a quelques années, on avait 1 ou 2 projets par an, et là maintenant on commence à avoir quasiment un projet par mois de projets autour de Big Data et Cassandra. Donc tout dernièrement, on vient de gagner un projet consiste à collecter toutes les informations venant des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, au sujet du COP21 et au sujet de l'environnement. On agrège toutes ces informations et on arrive à déterminer quelles sont les tendances sur l'environnement qui vont sortir effectivement lors du COP21. Donc ça, c'est typiquement un projet qu'on appelle SMAC, donc qui mêle à la fois le social media, le mobile parce que la restitution se fait en mobilité, le cloud parce que c'est hébergé sur des solutions Amazon, et le big data parce qu'on utilise effectivement Cassandra et DataStax sur ce projet. Donc de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que nos clients nous sollicitent sur ce qu'on appelle des projets SMAC qui mélangent du big data, du cloud, du mobile et du social media. Donc c'est plus, j'ai envie de dire, un phénomène de niche, c'est vraiment une tendance de fond qui ne fait que grandir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une autre question là par rapport au POC et au test, comment les gens peuvent tester simplement Apache Cassandra et DSE. Donc c'est assez simple. Nous, en termes en fait, on fait de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement sur la partie POC test, donc soit avec un partenaire, soit nous, en termes d'avant-vente, on peut vraiment vous accompagner sur un test, c'est assez simple, et même c'est gratuit, parce qu'il faut savoir que par exemple DSE, donc la version entreprise de Apache Cassandra, est gratuite en développement, donc vous pouvez totalement la télécharger, j'ai pas de version d'évaluation avec limitée à 15 jours, vous pouvez dès aujourd'hui, dès cet après-midi, télécharger DSE, lancer un petit cluster avec un seul nœud sur votre poste, directement. Moi ici j'ai un seul nœud, donc, et commencer à faire du Spark et du Solaire et faire du SQL assez rapidement. Donc c'est vraiment simple pour faire ça. DGTL, évidemment, nos partenaires comme DGTL, enfin DGTL en particulier peut aider sur ces POC, donc avec plaisir pour étudier certains sujets qui seraient intéressants dans ce monde NoSQL. Donc c'est vraiment des choses assez simples. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur cette partie-là. Autre question, on a sur le côté Spark. Alors sur le côté Spark, oui, en effet, on est, comme je l'ai déjà dit, on supporte officiellement en Spark. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans Spark, c'est nous qui vous aidons sur la partie Spark. Aujourd'hui, on est en version 1.4 de Spark. On essaye de suivre la tendance. On peut déjà faire en effet du Spark Air. Donc Spark, c'est un sujet assez important pour tout ce qui est analytique aujourd'hui. Donc oui, on supporte officiellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur technique, sur l'architecture de Cassandra, sur la suite?
À partir de quand il est intéressant de le mettre en place en termes de ROI par rapport à du cloud? La question, est-ce que c'est par rapport à du cloud? Alors, si la question c'est par rapport à du cloud, l'intérêt en interne, c'est qu'on ne va pas être pieds et mains liés à un cloud public. Hein, on va pouvoir comme ça gérer ses infras. Donc, est-ce qu'on a des machines en interne? Est-ce qu'on a son propre data center? Est-ce qu'on a des machines? Est-ce qu'on veut externaliser? On a aussi des partenaires qui font du database as a service, hein, du service managé. Donc, il existe des partenaires qui font du Cassandra managé. Donc là, le ROI, c'est vraiment les besoins. Si votre business souffre en termes de performance et de disponibilité, là, vous allez vite trouver du ROI. Parce que si une minute, une heure, un jour d'interruption de service vous coûte des millions d'euros, là, on voit vite le retour sur investissement. Donc, dès qu'on a vraiment des problèmes de dispo de perf, hein, si vos utilisateurs n'arrivent pas à accéder à leur catalogue produit pour acheter, c'est un problème, parce que vous allez perdre de l'argent. Si vous avez par exemple à Noël, aujourd'hui vous avez des pics d'activité à Noël, hein, on accompagne beaucoup nos clients américains sur le Black Friday. Si pendant le Black Friday à Noël, il y a un jour d'interruption, pour eux, c'est une grande part du chiffre d'affaires annuel qui tombe. Donc c'est vraiment important pour pouvoir gérer les pics d'activité, typiquement à Noël, hein, pour les grands retailers, c'est important d'avoir des bases de données qui puissent soutenir la charge. Donc pas d'interruption de service, pas de problème de performance, vous voulez être sûr de votre base de données. Okay. Donc ce ROI, c'est vraiment en termes de ça. Alors il y a aussi le ROI technique, hein, en termes d'administration. Administration d'un serveur, d'un système complexe à la Oracle, encore une fois pour ne pas les renommer. Okay. C'est pas la peine d'avoir des tonnes de serveurs. Hein. Oracle, enfin entre guillemets, je parle toujours d'Oracle, mais ça peut vous coûter très cher pour quelque chose vous voulez juste de la réplication, juste de la dispo, juste de la perf. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acidité très 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 forte, vous n'avez pas besoin de procédures stockées. Voilà. Donc là, en termes de ROI purement achat de soft, ça peut être aussi vraiment très très important. Alors, des exemples de petites entreprises qui ont mis en place. Oui, je parlais tout à l'heure de Norauto, c'est pas une petite entreprise, hein, c'est une grosse PME. On a des gens, des startups. On a Pomona, grosse PME française, qui a mis ça en place pour la disponibilité de ses prix. Hein. Les prix bougent beaucoup, donc il fallait mettre à disposition l'ensemble des prix. C'est fait avec du Cassandra, Pomona. On a SACEM, la SACEM, qui pour récupérer l'ensemble des contributions, hein, quand les musiques sont écoutées à la radio, pour récupérer tout ça, pour refacturer derrière les artistes, la SACEM nous utilise. Donc SACEM, Pomona, Norauto. On a des startups après, comme des gens comme DCBrain, WhatGo, TrackSense, sont des structures de plus petite taille. Hein. TrackSense fait des conteneurs connectés, une très belle startup française pour tout ce qui est conteneurs sur les bateaux connectés. Donc voilà, en termes de petites entreprises, c'est à la fois quand même des grosses PME et des startups. Voilà. Mais c'est vraiment une question de besoin. Hein. Ça peut être, on a une petite société, mais on a besoin d'un service tout le temps disponible avec des grandes perfs, scalables. Voilà. On peut faire du Cassandra avec 100 gigas de données. Pas la peine d'avoir des pétas de données. Hein. J'ai fait des tests déjà avec 500 gigas de données. Voilà. On voit s'il y a une dernière question et puis sinon je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, bon, on va s'arrêter. Donc merci à tous pour votre présence. Donc vous aurez les slides et la présentation. Donc n'hésitez pas à nous contacter des adresses email pour rediscuter de la technologie, de vos projets.